Bonjour et bienvenue dans ma bibliothèque. On est le 26 décembre 2011. Ce matin, j'avais envie de vous lire la biographie du chanteur québécois western Willie Lamotte. Mais franchement, j'ai rien trouvé à me mettre sous la dent. Je ne vous ai sans doute jamais dit que je préférais les chanteurs western aux profs d'université. Alors, je vais me rabattre sur Radovan Itchik, qui lui est un poète surréaliste appartenant à la troisième génération, celle qui a connu André Breton, qui est décédé il y a tout juste 2 ans, le 25 décembre 2009, et il fut également le compagnon d'Annie Lebrun. Les universités ennemies du sens. De la plus surprenante façon, le 20e siècle s'ouvre sur un fond de révolte par une explosion ou un feu d'artifice de la poésie. Un raz-de-marée de nouveaux poètes, qu'on nomme futuristes, dadaïstes, surréalistes, déferlent de tous côtés. En Europe, en Amérique, en Russie, de très jeunes gens, sans se soucier de leur avenir, se jettent dans l'inconnu, quelquefois même au péril de leur vie. Tout le contraire semble caractériser la fin de ce siècle, que faute de mieux, on qualifie parfois de post-moderniste. Qualification vague pour cacher le vide engendré par les engouements et modes disparates que furent le structuralisme, le formalisme, la sémiotique, la textualité, le néo-féminisme. Il est évident que la poésie en est absente, même si on n'en compte plus les innombrables recueils de vers répétitifs, inlassablement publiés au cours de ces années mornes, bien qu'au fond, il n'ait intéressé personne. Rien d'étonnant alors à ce qu'on lise de moins en moins, ni à ce que les éditeurs et les libraires se plaignent de la mévente des livres. La véritable invention, la véritable nouveauté, le jamais vu, l'écart absolu, qui constitue l'essence même de la poésie, tout se passe comme si on n'en voulait plus aujourd'hui. D'ailleurs, on pourrait dire la même chose à propos des arts plastiques et du théâtre. Sans partir de ce constat, il ne me paraît pas possible de s'interroger sur le sens de la littérature aujourd'hui. Mais comment en est-on arrivé là? Bien entendu, il serait surprenant que cette débâcle de la poésie ne soit pas l'image de tout le reste dans un monde où l'on assiste à une destruction galopante de la nature et où l'on vit sous la menace d'une apocalyptique guerre nucléaire toujours possible même après l'implosion de l'Union soviétique. Cependant, quand on regarde de plus près ces récentes modes intellectuelles, comme le structuralisme, la sémiotique, etc., on s'aperçoit qu'elles sont toutes d'origine universitaire, ce qui les différencie essentiellement des mouvements poétiques du début du siècle, inventés et lancés par des poètes isolés ou réunis par une même révolte, mais d'abord indépendants de toute forme de pouvoir. Je sais bien qu'on pourrait me répliquer qu'à première vue, compte tenu de l'état du monde, les universités ne constituent peut-être pas le plus grand danger qui menace la poésie. N'y a-t-il pas la censure, les grandes puissances de l'argent, les États policiers, les religions avec leurs intégristes et fondamentalistes? D'autant plus que le statut des universités dans le monde est très varié. Certaines appartiennent à l'État, d'autres sont privées, certaines jouissent de plus d'autonomie que d'autres. Sans doute, mais c'est ne pas voir qu'elles sont implicitement solidaires et reliées les unes aux autres, en ce qu'elles sont toutes financièrement dépendantes de l'établissement, quel que soit le pouvoir en place. Qu'on le veuille ou non, elles sont à ce point imbriquées dans la société qu'elles ne peuvent que refléter et alimenter l'idéologie dominante. Et du coup, comment ne véhiculent-elles pas tout ce qui menace la poésie, leur utilité nouvelle étant de le faire avec des moyens sophistiqués? Pourtant, ce danger universitaire a longtemps échappé à la vigilance des poètes. Le fait est que c'est un phénomène relativement récent.
Au début du siècle, les études universitaires se bornaient à explorer l'histoire littéraire, en se gardant bien de s'intéresser aux œuvres contemporaines. L'inverse de ce qui se produit aujourd'hui, où l'on peut voir la faculté se mêler chaque jour un peu plus de l'actualité littéraire pour s'ingérer dans des débats qu'elle a parfois elle-même suscités, autrement dit, pour imposer un sens à la littérature. Tant et si bien que l'autorité réelle, patiemment acquise par l'université avec, par exemple, la découverte et le déchiffrement des textes anciens, se trouve désormais utilisée pour régner du haut de ces monstrueuses chaires de la théorie littéraire, de la théorie de la littérature, sur une parole condamnée à n'être que leur illustration. Ce qui bien sûr ne pourrait empêcher le surgissement d'une parole vivante si les maisons d'édition ne s'en remettaient pas de plus en plus aux universitaires pour faire des anthologies, pour écrire des biographies, pour choisir les livres à publier ou à traduire. Il s'ensuit une normalisation, une standardisation qui, sous le prétexte d'une objectivité scientifique, écarte systématiquement les voix minoritaires en réduisant à rien l'espace où celles-ci pourraient s'épanouir. On pourrait même y voir une stratégie délibérée pour entraver l'avènement du sens poétique qui remet en cause tous les autres, au point de se demander si le sens de la littérature aujourd'hui reconnue ne serait pas de catastrophiquement servir cet état de choses, aussi bien en ne s'y opposant pas qu'en faisant fonction de l'heure pour ne rien laisser paraître. Au début du siècle, les poètes n'avaient pas encore identifié l'université et ses professeurs comme ennemis. Rarement ils les ont pris pour cible, à l'exception d'Antonin Artaud ou de René Crével, exécrant de façon visionnaire, dès les années 20, la jante professorale. Il aura même fallu attendre un demi-siècle pour qu'aux États-Unis, un mystérieux personnage, aux alentours des années 70, déclare la guerre à certains professeurs, essentiellement des généticiens et des informaticiens, en les accusant d'être les pires agents de notre société industrielle et en n'hésitant pas à leur envoyer des bombes artisanales, mais quelquefois meurtrières. C'est d'ailleurs pourquoi le FBI, qui pendant 18 ans l'aura traqué sans succès, l'a surnommé Una Bomber, un renvoyant à l'université. Quand il fut arrêté après la publication dans les plus grands journaux américains de son manifeste La société industrielle et son avenir, obtenu contre la promesse de cesser son activité de terroriste, on apprit alors qu'il s'agissait d'un brillant mathématicien qui, avant de disparaître sans laisser de traces, avait été un des plus jeunes professeurs nommés à Berkeley. Son nom est Theodore Kaczynski et il vient d'être condamné à perpétuité en entendant un autre procès où il risque la peine capitale. Le terrorisme ne mène nulle part, j'en conviens. Una Bomber ne s'est pas attaqué aux professeurs de littérature, j'en conviens. Il se disait pas non plus poète, j'en conviens. Mais quel véritable poète ne pourrait pas se reconnaître dans son exécration des usurpateurs de sens? Eh bien, voilà. Un jour, je vous donnerai le nom des profs que je pense être des usurpateurs de sens. M'arrive de les côtoyer parfois à ma librairie, et je vous dirai simplement que plus je les côtoie, et moins je les apprécie. Merci et bonne journée.